Philippe David, bonsoir, cher Philippe David. Bonsoir Cécile, vous allez bien? Non, très bien, comme d'habitude. Vous me permettez de faire une remarque? Tout à fait. Françoise Degois n'est pas là aujourd'hui. Hier, on a débattu ensemble et on était souvent d'accord. J'ai dit, je vais consulter, parce que être d'accord tout le temps avec Françoise Degois, ça me paraissait surréaliste. Même si elle trouvait que j'allais très bien, donc je pense que c'est elle qui doit pas aller bien psychologiquement. Ouais. Ou bien vous avez viré à gauche, monsieur David. Ou elle a viré à droite. Ouais, je vous vois plutôt centriste ce soir. Écoutez, elle a peut-être eu du mal à le digérer. On l'embrasse en tout cas. On l'embrasse bien entendu. Avec grand plaisir. Allez, autour de cette table aujourd'hui, Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Bonsoir monsieur. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Peut-être que pour quelques jours, en fait, 50 jours je crois. Je ne sais pas si je repars en fait. Ah bon? Je vais peut-être me présenter à la ville de Paris. Ah, mais il y a de la concurrence, hein. Je voulais vous le dire, exclu Sud Radio. Exclu Sud Radio, d'accord, ok. Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer, non? Non, je trouve ça super. Alors moi, tous les gens qui s'engagent dans une mairie, je trouve ça formidable. De 125 habitants, à combien de millions ils sont? 2 millions, à 2 millions 100 000. Ça va. Pareil, ça va, gestion c'est la la même. C'est la même chose. Autour de Paris, cette c'est table, un immeuble, à Belleflou, c'est la ville. autour de cette table, Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, qui remplace au pied levé Françoise Degois. Merci Merci beaucoup. à vous. J'ai essayé de travailler ma voix, j'ai fumé un paquet de cigarettes avant de venir, mais rien n'y fait. C'est pas bon ça. Donc il est à gauche, je suppose, le monsieur. Non, pas forcément. En plus, il fume même pas. Non, Non. On ne sait pas. Pierre-Yves Martin sera avec nous dans quelques instants, entrepreneur et consultant. Et vous, au 0826 300 300. Allez, au sommaire de cette émission, les grands débats du jour, vive polémique au procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. L'avocat d'Abdelkaïm Sefreoui affirme que l'enseignant discriminait les élèves musulmans et évoque un précédent en 2016. Samuel Paty a été assassiné, je le rappelle, le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Et on vous pose cette question. Un avocat doit-il avoir le droit de dénigrer une victime lors d'un procès? Eh bien, vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et puis la question du soir, pardon, Philippe. Moi, je dis oui, c'est le principe. Mais j'espère que cela rendra les jurés encore plus sévères. La question du soir à 18h10, la directrice de la police des Landes, évincée, Agnès Mazin-Bottier, a été relevée de ses fonctions après le désaccord avec le préfet. Le syndicat des commissaires dénonce une décision illégale et arbitraire. Et on vous pose cette question. La patronne de la police des Landes a-t-elle eu raison de préférer le dialogue à la confrontation face aux agriculteurs? Eh bien, vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et moi, je dis évidemment, et je pense même que ce préfet devrait être sanctionné. Voilà, on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Et à partir de 17h30, vous l'avez entendu, ce signal Flavio, notre chasseur d'arnaque. C'est-à-dire que, visiblement, on comprend que certaines personnes vendent des choses qui ne leur appartiennent pas. Ouais, bon, je vous appelle pour la caméra de recul à vendre de la Clio 5, toujours disponible? Ouais, encore en vente, dis-moi. Ouais, je voulais savoir, elle a été volée quand? Je sais pas, moi. Vous avez volé le pare-choc ou juste la caméra? Non, juste la caméra. Ah ouais. Juste la caméra. Ça veut dire que, voilà. Bon, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au bout de 3 secondes, le mec, il avoue. C'est ça qui est bien. Allez, vous allez Flavio pouvoir... pour être policier. Et bien entendu, vous allez pouvoir gagner un très joli cadeau aujourd'hui. C'est le moment de jouer avec Sud Radio. Gagnez vos places pour le spectacle L'éveil des lanternes. Cet événement situé à Barcarès est une expérience immersive, unique à passer en famille, inspirée par la tradition chinoise. Vous allez donc envoyer un SMS. Vous écrivez Sud, S-U-D ou 7 20 18 7 20 18. Et ce SMS, j'espère en tout cas pour vous, sera tiré au sort. Allez, les vraies voix, c'est maintenant avec le grand débat du jour. Mon frère a été décapité donc en 2020. Samuel Paty va être poignardé puis décapité par Abdullah Kanzorov. Sans la dénonciation de la mineure à l'origine de toute cette cabale, sans dénonciation, pas de médiatisation, sans médiatisation, pas de crime. De fait, Samuel Paty aurait pu être sauvé. Il y aura un avant et un après Samuel Paty. Sauf que le après, c'est totalement absurde parce que à l'heure actuelle, avec toutes les offensives qui sont menées, on est dans le pendant. Et les questions du jour, sur Samuel Paty, bien entendu, un avocat doit-il avoir le droit de dénigrer une victime lors d'un procès, Philippe? Et vous dites non à 95%. Vous voulez réagir le 0826 300 300. Et c'est Bérangère qui est avec nous. Béranger, pardon. Bonsoir Béranger, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. À cette question, un avocat doit-il avoir le droit de dénigrer une victime lors d'un procès? Qu'en pensez-vous?
Bonsoir les vraies voix, bonsoir Salut. tout le monde. Salut. Bah écoutez, vous savez, moi un jour il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit oui j'aimerais devenir avocat. Et moi je lui ai dit oh là malheureux, il vaudrait mieux que tu sois plombier, boulanger ou même femme de ménage. Hein. Parce que franchement, si vous avez un petit peu d'amour propre, pour moi c'est un métier, enfin, c'est pas possible quoi. Je veux dire c'est absolument scandaleux ce que cet avocat, l'axe de défense qu'il a choisi. Et c'est vrai que dans une société qui va très mal comme la nôtre, là, les avocats, alors ils peuvent faire fortune ou éventuellement devenir ministre. C'est-à-dire qu'on on en a vu certains devenir ministres. Beaucoup même. Même président. Même président, oui. Ou de ministre devenu avocat, je vous rappelle, hein, ça existe aussi. Pas nécessairement pénaliste. Non, pas pénaliste. Certes, mais bon, enfin en attendant, voilà, comme hier vous parliez de l'imprescriptibilité des crimes de sang, notamment, déjà ça devrait être absolument imprescriptible. Je veux dire, aucun crime de sang, 10 ans, 20 ans après, on assassine votre frère, votre sœur, votre mère, votre fille. C'est absolument scandaleux tout ça doit rester imprescriptible. Mais surtout, voilà, les propos de l'avocat sont absolument scandaleux. C'est-à-dire que on va faire passer Samuel Paty pour un espèce d'islamophobe parce que le type a simplement fait son travail. Ouais. Parce qu'il faut rappeler que l'école de la République, il a enseigné ce qu'est la laïcité en France. Ouais. Et à un moment, voilà, il faut quand même rester droit dans ses bottes. Donc on n'a pas comme ça à aller devant les médias. Si en plus il avait gardé cet argument devant la cour, je dis pas, mais là il se pavane devant les médias en expliquant que oui, Samuel Paty est peut-être islamophobe parce qu'il faisait sortir les élèves musulmans et qu'il les stigmatisait. Enfin, c'est proprement scandaleux. Et au-delà, peut-être Bruno Pomar, de justifier sa mort, quoi. C'est ça qui est hallucinant. Le maître vie humain, c'est ça. Hein, l'air de dire, il l'a bien mérité. Quoi. Oui, non, mais c'est il discrimine, comme le dit lui-même l'avocat, nos compatriotes musulmans. En fait, il sort tout un tas d'arguments devant les médias. Et ce que disait notre intervenant, effectivement, qu'ils le disent au sein même de la Cour, c'est une chose, mais il va exposer ça au milieu des médias en disant, en gros, Samuel Paty était un danger pour la République. Quoi. En gros, c'est ça. Et c'est scandaleux. Mais en même temps, c'est le rôle de ces avocats qui ont... Je ne sais pas s'ils ont de l'amour propre ou je ne sais pas. Enfin, Moretti l'a fait avec d'autres. On est capable de défendre n'importe qui dans cette société et c'est dramatique et c'est en même temps c'est la société. C'est comme ça, c'est fait comme ça. C'est vrai, on se pose vraiment la question. Mais est-ce qu'un avocat, faut qu'ils arrêtent de parler à la presse ? Alors déjà, on a l'impression que c'est des stars. Ce n'est pas parce que le droit existe qu'il faut systématiquement le prendre. Après, concernant la question de la dignité des avocats, moi j'ai un nom qui me vient en tête là tout de suite sur une des affaires les plus graves qu'on ait eu à connaître en France. C'est Isabelle Zavaro. Isabelle Zavaro, c'est l'avocate de Dominique Pellicot. Alors moi, très personnellement, quand je l'ai vu prendre cette affaire, j'ai trouvé ça très dur. Très dur, parce que c'est pour plein de raisons, plein de clichés, parce que c'est une femme et plein d'autres choses. 30 secondes. Mais la réalité, c'est qu'elle nous a montré comment on menait un procès abject avec la plus grande dignité, en se concentrant uniquement sur des faits et sur ce que devait être la vérité. Donc, les avocats, c'est juste une question duquel on choisit. Il y en a des très mauvais qui choisissent l'outrance et il y en a qui, eux, sont dans le vrai exercice de la fonction. Choisissent le fond. Allez, vous restez avec nous. Appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez partager avec nous, bien entendu, votre avis. On vous attend jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on est très content d'accueillir Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou, et Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et vous, 0826 300 300. Et on revenait sur cette question du jour. Un avocat doit-il avoir le droit de dénigrer une victime lors d'un procès? Et Béranger était avec nous au 0826 300 300. Si vous voulez, comme lui, donner votre avis, vous êtes les bienvenus. C'est Zach qui vous attend au standard. Philippe David, pardon. Oui, moi je voulais témoigner. Alors, sur ce que disait Béranger sur le fond, je suis d'accord. Moi, je vais vous raconter une anecdote vécue. C'était l'année où je passais mon bac. Ma mère me dit, mais pourquoi tu ferais pas avocat? Tu t'exprimes pas mal. Et puis je suis allé voir un procès d'assises. Et c'était un procès, la salle était comble, très glauque. C'était un procès pour viol en réunion. Et quand j'ai vu les avocats, alors des types en plus déjà multi-condamnés, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas, ouais. Et je voyais la victime qui pleurait, et les avocats des accusés qui la mettaient plus bas que terre en la traitant d'allumeuse, de ceci, de cela, devant des dizaines de personnes, ils la mettaient plus bas que terre pour faire acquitter leurs clients, en disant, vous voyez, il n'y avait pas viol, il y avait consentement. J'ai été tellement écœuré
je vous le jure, que je suis sorti de la cour d'assises et j'ai dit à ma mère le soir en rentrant, maman, voilà ce que j'ai vu, je ne ferai jamais avocat. Jamais. Parce que je pense qu'il y a des choses que j'aurais été incapable de faire. Et ce qu'a fait cet avocat hier, je pense, confine au déshonneur. Je le pense fondamentalement, comme cet avocat qui mettait la fille plus bas que terre. Mais c'est son métier. Il est là pour démolir des gens, fussent-ils innocents. Alors après, pour l'éthique, vous savez, c'est quand on se regarde dans la glace le matin, quand on se rase ou quand on se coiffe, quand on est une femme. Mon cher Philippe, en même temps, il y a des avocats pénalistes qui refusent des dossiers. Oui, mais c'est tout à l'honneur. Pour le pognon, il prendrait n'importe quel dossier. La question, c'est pas de refuser le dossier. Prendre un dossier, vous pouvez. C'est le droit français, c'est le sens de notre République. C'est comment vous le prenez. Voilà. Que cet avocat, même s'il avait fait appel, ce qui est déjà une forme d'abject, il y a des manières de le faire. Effectivement, là, avec la situation que vous décrivez, on a dépassé les limites de l'entendement. Si ça avait été fait différemment, on ne serait pas en train d'avoir ce débat-là. Non mais la question qui se pose, c'est que, moi c'est ce que je pense. Je l'ai dit hier, quand on en a parlé, ils ont pris moins que ce qu'ils risquaient. Ils risquaient 30 ans de prison, quand même, d'accord? Ils ont 1 an à 16 ans. Non, mais oui, sur l'affaire, les 7 accusés. Ils ont pris moins. Parce que certains, ceux qui ont pris 16, risquaient perpétuité. Tout à fait. Ceux qui ont pris 13 et 14, je crois, risquaient 30 ans. Oui. Moi, je me pose la question de savoir, je veux dire, si j'étais juré d'assises, je pense qu'avec le comportement comme ça d'un avocat, j'aurais certainement la main plus lourde au moment de délibérer. Oui. Samuel, et après on je part suis au 0826 entièrement d'accord avec Philippe. Ça peut avoir tendance à influer sur la décision finale et à alourdir ce qui a été prononcé en première instance. Et on va dire ce que dit Patrick qui nous appelle de Paris. Bonsoir Patrick, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir Cécile. Bon, on est ravis de vous accueillir. Votre avis sur l'espèce de pseudo-plaidoirie d'avant-procès de cet avocat? Je pense qu'il joue à être Jacques Vergès, qui était une technique de rupture bien connue. C'est une référence. D'inversion des choses. Donc il fait son numéro. Et je pense qu'il défend plus sa posture à lui, son avenir professionnel en disant je me fais connaître et je prends la lumière et éventuellement je deviendrai l'avocat de tous les futurs terroristes qu'on pourrait avoir en France. Donc je pense qu'il est plus dans la défense de son intérêt propre que réellement l'intérêt de ses clients. Et en plus, autant Jacques Vergès, dans ses attaques, quand il attaquait l'État français, il attaquait la posture de l'État français par exemple, ou quand il défendait d'anciens nazis, encore une fois c'était une posture de démonstration historique. Là, l'attaque est particulièrement dégueulasse parce que il met en cause Samuel Paty sur des choses qu'il en plus il n'a pas fait. Donc il est même dans des accusations qui sont fausses quand il dit qu'il y a eu discrimination des élèves et un tri par les élèves. Il n'y a pas eu du tout de tri par les élèves. Il n'a pas dit les musulmans ont levé la main et ceux qui ont levé la main cassez-vous de la salle. Il n'a pas du tout été comme ça. Il a justement eu des précautions oratoires permettant de dire je vais évoquer un sujet si certains se sont gênés. Je n'en veux pas de quitter la salle et je comprendrai. Et donc il est vraiment dans quelque chose d'un dialogue et très précautionneux. Donc c'est de la diffamation. Je pense que ce monsieur devrait. L'avocat peut tout dire entre guillemets lors de sa plaidoirie et dans le cadre du procès. Et là c'est au juge de pouvoir, et éventuellement au président du tribunal de pouvoir l'arrêter quand ses arguments vont trop loin. Et donc là il a un cadre. Lorsqu'il prend la parole en dehors du procès, c'est-à-dire que sur les marches du tribunal, là il n'est pas protégé. Et je pense qu'il serait bien potentiellement qu'on dise là vous faites de la diffamation monsieur. C'est de la diffamation ce que vous dites et là c'est vraiment scandaleux. Ce que dit notre auditeur a très justement raison, c'est que j'ai l'impression que ces avocats pénalistes là se prennent pour Moretti et pour tout un tas des Vergès etc. C'est-à-dire ils ont eu la lumière, ils sont devant des caméras, ils se permettent tout, ils se disent waouh c'est mon moment de gloire. Vous vous rendez compte la gloire de dire excusez-moi, c'est la gloire sur un tas de fumée quand même. Lui il a déjà quand même défendu un dossier aussi médiatique que ça puisqu'il a fait partie des défenseurs de Maurice Papon. Hein. Oui, exactement. Donc en termes de procès médiatique, Papon c'était du lourd aussi. Pas tous en même temps. Oui, mais ils sont tellement omnibulés par l'existence et les médias maintenant que les mecs sont capables de dire tout et n'importe quoi. C'est même plus ça, on est face au cynisme le plus complet. C'est-à-dire aujourd'hui il y a une logique d'intérêt, une logique même financière j'imagine, parce que comme vous l'avez dit, à un moment, c'est quelle clientèle on choisit de se construire. Là, je pense que le chemin est tracé et effectivement, il faut être cynique et dénué du moindre sentiment pour oser aller sur ce type de plaidoirie. Après, encore une fois,
C'est le droit le plus strict de l'avocat et il choisit de le prendre. Et il est très protégé en tout cas sur ce sujet-là. Peut-être pas le droit de s'exposer médiatiquement comme il l'a fait. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais lui, comme beaucoup d'autres, et on en revient justement finalement aux personnalités de chacun. Béranger et Patrick, sa sœur, estiment que Samuel Paty est injustement rendu responsable de sa propre mort. C'est ce qu'elle dit et elle a raison quelque part. Oui. Moi, après, je ne ferai pas l'avocat de l'avocat du diable. C'est-à-dire que pour prolonger ce que disaient Patrick et Philippe, cet avocat qui vraiment, c'est de la provocation. Je veux dire, il mérite un rappel à l'ordre parce que ça se fait sur les marches du tribunal, mais en réalité, il sait très bien que c'est une pure provocation. Oui. Et franchement, il faut à un moment, il faut se saisir. Il ne faut pas que ces gens-là soient absolument qu'on leur permette tout. Quelle indignité. Mais moi, alors, il y a une question qui se pose, et je me la pose personnellement depuis que j'ai vu cette vidéo. Moi, je l'ai vue hier soir, et je l'avoue, quand on l'a vu à la maison, mais quand je l'ai vu, j'ai dit à ma femme, regarde ça, elle en revenait pas, et quand vous l'avez entendu, Cécile, vous en reveniez pas non plus. Les avocats, alors ça, je pense que c'est une très bonne chose, ont une immunité de plaidoirie. Oui, c'est-à-dire que dans une plaidoirie, ils peuvent dire pique-pendre. Et souffrance. Mais tout est permis. Alors là, sauf à l'extérieur. Oui. Et là, la question que je me pose, c'est que comme ce n'était pas dans le prétoire, mais que c'était dans les couloirs du palais de justice, la diffamation. Est-ce que là, l'immunité de plaidoirie fonctionne? Parce que là, il faut rentrer plus dans le code de procédure. Il vous dira que c'est une pièce du dossier. Oui, mais c'est hors. Oui, mais c'est hors enceinte du tribunal quand même. Ça. Enfin, si, c'est dans le tribunal, mais pas dans la salle d'audience. Oui, d'accord. Mais lui vous dira que ça fait partie intégrante du procès. On va voir. Que c'est peut-être décorrélé de la plaidoirie, mais que c'est un élément de compréhension. Mais après, il y a une appréciation de l'avocat sur le. Ce sont pas juste les faits. On sent quand même dans le discours qu'il y a une appréciation. Et lui vous dira ça a une visée pédagogique pour le grand public. Alors pourquoi ? Parce que l'assassinat de Samuel Paty, c'est l'assassinat de la République, de la manière dont le cours a été mené. C'est ma République, c'est ça. C'est-à-dire de laisser le choix, expliquer, convaincre. Bon, très bien. Maintenant, ceci étant fait et vu le positionnement de l'avocat à l'heure actuelle, que ce soit sur les marches ou dans le tribunal, lui peut dire on est sur une affaire de portée nationale, on est en train de porter atteinte à mon client, donc aujourd'hui j'ai besoin d'apporter des éclairages au grand public. Attention, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Oui. Je te justifie juste la logique du monsieur et comment lui, s'il a le cerveau un peu construit, peut s'exprimer et le dire. Après, j'ai pas la réponse définitive à ça, et peut-être que je suis totalement au niveau réglementaire, même. Et puis après, désolé, je tiens à rappeler une petite chose, c'est que les avocats, comme les experts comptables, comme les médecins, etc., sont régis par un ordre. Quelle va être la réaction de l'ordre des avocats? Quelle va être la réaction du bâtonnier, etc. Comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Jusqu'à 30% de réduction au Futuroscope et à l'Aquascope. Réservez dès maintenant sur futuroscope.com. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il s'est passé des choses. Il va de nouveau se passer des choses dans quelques instants avec Philippe David, bien entendu. Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID des maires de Belleflou. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et on avait annoncé un alerte enlèvement pour Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant. On l'a retrouvé aux objets trouvés. Bonsoir. Voilà, et on remercie les gens qui nous l'ont ramené. Bonsoir. Bonsoir, toutes mes excuses. Il était en garde à vue, on m'a dit. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Il était en garde à vue, mais c'est ça. Ça s'est bien passé. La garde à vue, non, ça se passe jamais très bien. Non, il n'y avait pas Pomar parce qu'il était là. Donc c'est pas lui. Il n'y a pas eu le pire. J'ai pas fait de fouille à corps. Oh, c'est peut-être vous qui l'avez balancé, non? Non, c'est lui. Oui, il est dit. Je voulais avoir sa part de temps de parole, je voulais l'avoir pour moi. En fait, c'était ça le but. C'est ça, ça veut dire que vous parlerez plus de l'autre partie. Je vais le laisser parler. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'il parle, ce petit. Il va bien? Il va bien. Bon, il va bien, c'est bien. Allez tout de suite, seul qu'on se retousse.
Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. Et Philippe David, vous dites que près de 4000 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée 2026. Aucun problème pour vous. Visiblement, vous préférez la qualité à la quantité. Alors absolument, ça a été annoncé, c'était le budget. 4000 postes d'enseignants supprimés à la rentrée 2026. Alors entre le primaire, maternelle, primaire, secondaire, d'accord. Alors ça aurait pu être beaucoup plus si on avait suivi la démographie. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, qui dit que si on avait vraiment suivi la démographie, on n'aurait pas supprimé 4000, mais 8000 postes d'enseignants. Alors, on nous dit, oui, mais en France, il y a plus d'élèves par classe en moyenne qu'en Europe. Alors, en Europe, on était en 2022-2023 à 20,6 élèves par classe au premier degré et 22,8 au collège. En France, on est à un peu plus. Mais moi, je me souviens de mon vieux temps où on était à 30, 40 par classe. Ça y est, c'était mieux avant. Mais non, mais attendez, mais on apprenait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de problème de violence, personne n'avait... on n'avait pas le même profil de gamin. À votre époque, la violence, ça n'existait pas. Laissez-le finir. Après, oui, j'ai jamais vu un couteau dans la cour de récré. J'ai jamais vu une attaque au couteau à mon époque dans les salles de classe. Et moi, je crois que le problème de l'éducation nationale, c'est pas l'argent. On dépense plus de 150 milliards, je le répète, si on compte tout ce qu'on dépense entre les mairies, les régions, les départements et l'État. Moi, je crois qu'il faut revenir au hussard noir de la République et savoir lire, écrire, compter quand on rentre en 6e, parce qu'on va pas apprendre l'anglais si on n'écrit déjà pas le français, et qu'il faut revenir aux fondamentaux. Donc, le fiasco de l'éducation nationale, qui nous met au fond du trou dans les classements PISA et TIMSS, qui sont les classements internationaux, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de méthode. Attention, je lâche les chevaux. En fait, le truc, c'est que vous commencez par le nombre de professeurs par classe, ou le nombre d'élèves par classe, et vous finissez sur un niveau qualitatif. Votre sujet, c'est quoi? C'est le premier ou c'est le deuxième? C'est les deux. C'est pas tout à fait la même approche, parce que autant je me retrouve bien dans votre, même si je dois être contre vous, je me retrouve bien dans votre, il faut savoir lire, compter, écrire, etc. Autant on le finit au CE1, messieurs. Autant on le finissait peut-être. À mon époque, oui. Autant sur les sujets d'organisation de méthode, je trouve ça un peu léger d'attaquer sur ce point. Parce que ça fait une éternité que vous comme moi, on n'est pas allé dans une classe voir comment ça se passait. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est j'irais plus, moi, mettre en avant la méthodologie pédagogique du sujet plutôt qu'une question d'organisation, de nombre de professeurs, de culture de l'éducation nationale. On va supprimer 4000 postes, alors que ça fait 20 ans que les ministres de l'éducation successifs nous expliquent que leur mission, c'est de mettre un enseignant devant chaque élève. Je comprends pas la logique, Philippe. C'est-à-dire que non seulement, déjà, à un moment, il y a un problème plus de moyens et de la manière dont on les distribue et dont on fait les choses. Sur la question des enseignants, vous savez ce qui s'est passé ces 6 dernières années pour en faire venir ? On a ouvert des concours d'une simplicité absolue à des personnes à bac plus 3, bac plus 4. Exactement. Alors, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, mais on a été confronté à tellement de problèmes qu'aujourd'hui dire on va supprimer 4000 postes d'enseignants parce que ça va dans le sens de la démographie, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. La question, c'est déjà comment est-ce qu'on remet de l'efficacité dans les classes et dans le système scolaire. Oui, ce sera l'objet d'un prochain Seul contre tous. Mais si. Non, mais Philippe David a les vieilles méthodes, ça fait un peu vieux con en fait quand il dit ce qu'il dit. Excusez-moi, mon cher Philippe. Je suis ni vieux et encore pas vieux et encore moins con. Encore moins con. Mais je suis obligé de le dire cette fois-ci. Je suis obligé de le dire cette fois-ci parce que quand tu parles de ce qu'on était 25-30 par classe. Même 40, moi. Oui, même 40. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les mêmes populations de jeunes que nous avons maintenant. Quand tu vois les profs, moi j'en côtoie pas mal. Moi aussi, dans ma famille. Eh bien, donc, tu as vu le niveau des gamins que tu peux avoir dans les classes, instable. Psychologiquement, avec des problèmes en pagaille. Il n'y a que ça. Tout ça, on ne l'avait pas de notre temps. Il faut le dire. Alors, ça fait peut-être vieux con. Moi aussi, je me mets dedans. Tu as raison. Mais à un moment donné, il faut se donner les moyens. Donc, il a fait le dédoublement des classes. C'est une bonne chose, moi, je trouve. Travailler sur le primaire, ça, c'était important. Alors, je ne sais pas où il est allé chercher ces 4000 postes en moins. Parce que c'est pas moi, c'est le ministre. Hein. Oui, mais justement, je trouve ça scandaleux parce qu'on en a besoin. Et même dans le rural, on voit des écoles qui ferment dans nos petits villages qui ne devraient pas fermer parce qu'il y a matière, encore une fois, à accueillir tous ces gamins. Et c'est quand même... je m'interroge sérieusement. Attention, il y a des postes qu'on peut virer massivement dans l'éducation nationale. C'est tous ceux qui font des tableaux Excel au ministère de l'Éducation et dans les rectorats. Là, on peut faire un gain de productivité. À la DGESCO, tu veux dire? À la DGESCO, alors là aussi...
colossales. Ouais. On peut faire des économies colossales. Vous savez, c'est comme dans les ARS, les mecs qui passent leur temps à faire des tableaux Excel dans les agences de santé. Ouais. Ça ne sert à rien. Ça, c'est l'Union soviétique en version française. Les tableaux Excel, c'est fait pour passer le temps. Mais on n'a pas à payer, dans un pays où il n'y a plus un rond, des gens pour faire des tableaux qui, en plus, ne servent à rien dans 95% des cas. Et ce qu'il faut, c'est revenir aux fondamentaux. Lire, écrire, compter. Et je pense qu'il faut même revenir. Alors là, je vais me faire qualifier plus que de vieux cons. Non. Avec un examen d'entrée en 6e. Parce qu'aujourd'hui, ça existe. Non, ça existe au CM2. Vous faites les évaluations nationales. Oui, mais bien sûr que si ça existe. Non, si on doit vous faire redoubler, on fait. Vous voulez que je vous dise, moi j'ai redoublé à la 3e en ayant eu le brevet. Le brevet, je l'ai eu, on m'a quand même fait redoubler. Donc vous voyez, ça tient pas à chaque étape significative. Alors comment vous avez un examen de passage d'élèves qui arrivent en 6e et qui savent pas lire correctement. Non, mais à la fac, j'ai aussi vu des gens qui étaient censés avoir le bac en fac de droit et qui savaient ni lire ni écrire. Là, c'est gênant. Il y a un problème quand même. Je me suis demandé comment ils étaient arrivés jusque-là. Moi, je pense que la clé, c'est de réinstaurer la relation entre les parents et les professeurs. Et c'est au travers de cette clé-là qu'on gagnera en efficacité. Et voilà, c'était le mot de la fin. Et Bruno Pomar, votre tour, les municipales, le PS passera des accords avec LFI. On refait le même scénario. Ben oui, on s'y attendait en même temps. Il n'y a rien de nouveau à l'Est ou à l'Ouest, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'on l'a vu ce matin. Sur le point, je crois que j'ai lu un petit mot là-dessus. C'est qu'encore une fois, suivant les situations, le PS va s'associer avec la France insoumise, le parti antisémite et tout ce qu'on sait, évidemment. Ça fait peur. Mais on l'a vu aux dernières législatives, d'ailleurs, que ce soit Attal, que ce soit Édouard Philippe et autres, qui tirent à boulet rouge sur la France insoumise, ils se sont quand même associés, ils ont réussi à s'associer pour les faire élire. Et puis, on voit le résultat. On a 70 à l'Assemblée nationale à foutre le bordel en permanence. Voilà où on en est. Et tout ça pourquoi ? Vous êtes surpris ? Pour garder la gamelle. Parce que la gamelle est tellement bonne qu'on ferait tout et n'importe quoi. Ils seraient capables de vendre leur père et leur mère. Êtes-vous surpris ? Non, même pas. Non, je suis surtout dégoûté. Ils n'ont plus de positionnement politique, d'éthique politique, ces gens-là. Voilà, c'est catastrophique. Alors moi, je suis pas d'accord avec Bruno Pomar parce que je pense que c'est LFI dans ses municipales ne va pas vouloir faire d'alliance pour flinguer le reste de la gauche. Tu crois ? À un an de la. Regardez, Chikirou à Paris. Delogu, enfin je prends les grandes villes, je ne vais pas prendre les petites villes. Delogu à Marseille, s'ils peuvent faire atomiser comment il s'appelle, Grégoire et Payan, je pense qu'ils ne se gêneront pas. Et je vais même être plus loin. Cyniquement, je suis sûr que du côté de LFI, certains préfèrent voir Alizio à la mairie de Marseille que Payan. Complètement. Un Marseillais, je vais même vous moi je pense qu'ils vont être là pour atomiser ceux qui restent de la gauche, parce qu'il faut être franc, la primaire à gauche, c'est le mariage de l'aveugle et du paralytique, mais ils sont là pour les flinguer, donc c'est pour ça que je ne crois pas à l'alliance. À gauche, le duel est à mort. C'est ce qu'on disait hier. Exactement. C'est-à-dire, vous êtes dans des configurations où Benoît Payan ne se bat pas contre Martine Vassal ou Franck Alizio. Son premier adversaire, le premier à lui taper dessus, c'est Delogu. Delogu, il va lui faire le baiser de la mort. S'il ne peut pas se maintenir, qu'il a 12%, je me retire, pas une voix au Rassemblement National. Ça sera interprété comme vous voudrez bien l'interpréter. Et c'est valable dans d'autres grandes villes. Aujourd'hui, on est non seulement à 1 an et quelques mois d'une présidentielle, mais duel à mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a un leadership à incarner à gauche. Alors, la primaire que vous avez évoquée me fait rire. Parce qu'elle ne représente rien et qu'on sait qu'il y aura d'ores et déjà Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est qui incarnera l'autre bloc de gauche ? Il y a un nom qui remonte, qui moi me plaît bien. C'est celui de François Hollande, mais je n'imagine pas une seule seconde que la France insoumise, que le Parti socialiste puisse faire pour la 2e fois, à 1 an et demi d'intervalle, la même erreur de faire confiance à un parti qui lui crache dessus depuis 3 ans. Je vous donne rendez-vous fin mars. D'un autre côté, ils sont bien capables, je pense. Oui. Non, pas dans ce contexte, parce qu'ils ont compris que le vent était en train de tourner et que maintenant, c'est le dernier qui sera debout qui reprendra le lead pour les prochaines années. S'il y a un moment où il faut mettre le coup et où ça n'a jamais semblé aussi net, c'est maintenant. Et vous voulez que je vous dise, ils sont déjà en retard, il fallait le faire aux législatives d'avant. Oui, mais ils sont pas la France insoumise en termes d'élus locaux, ils en ont quasiment pas. Par rapport justement, c'est l'occasion d'en avoir là. Mais justement, c'est pour ça que faire des alliances, ça peut être une occasion. On va se retrouver fin mars. Oui, mais il y a la logique, Bruno, souveraine de Mélenchon, c'est de dire nous n'avons qu'une seule voix, nous la suivrons jusqu'au bout, nous ne passons d'accord avec personne parce que c'est notre promesse et rien d'autre. Je l'imagine mal aller négocier des listes avec Benoît Payan ou avec Emmanuel Grégoire. Il y a d'autres villes. Il y a 37 d'autres villes. En fait, je pense que sur les municipales, quand on est une force comme ça, minoritaire comme LFI aujourd'hui, à date,
c'est pas un enjeu extrêmement fort parce que finalement ils vont récupérer quoi? Ils vont pouvoir placer des conseillers municipaux, rien de plus. Ils vont gagner des mairies. Mais oui, mais c'est important. Quelques mairies, mais beaucoup de mairies, à mon avis, dans des grandes villes, regardez, c'est possible. Je me suis amusé à décortiquer les résultats de LFI dans les villes de plus de 20 000 habitants en France, d'accord? Vous avez des week-ends sympas. C'est passionnant. Je vous assure que c'est un exercice très rigolo. Je l'ai fait hier soir à la maison pour regarder. Avec je peux vous dire qu'il y a beaucoup de villes, notamment dans des coins comme la Seine-Saint-Denis, comme les Hauts-de-Seine, etc., à Roubaix, grande ville du Nord, qui peuvent passer à LFI. Oui, tout à fait. Franchement. Alors attention. J'avais pas du tout cette appréciation. Pour moi, je pensais vraiment qu'ils étaient pas en position de récupérer quelques mairies essentielles de manière stable. Mais ça avance. Mais la preuve, c'est qu'ils présentent même régulièrement des candidats, des listes, parce que c'est pas des candidats, c'est des listes, contre des maires sortants qui sont de partis de l'ex, parce que maintenant je suis obligé de dire l'ex, Nouveau Front Populaire quand même. On est tous d'accord là-dessus. Et même les têtes de racisés. Oui, mais c'est pour ça que, de toute façon, nous n'oublions pas une chose. C'est Frédéric Dabi qui l'a dit dans ce studio, je sais plus à quelle place il était, il y a 15 jours, 3 semaines. Ça change pas grand-chose. S'il était à droite ou à gauche, peu importe, qui avait dit les présidentielles commenceront le soir du deuxième tour des municipales. Moi, je pense une chose, le premier tour des présidentielles se passe au municipal. Parce qu'on va voir l'état des rapports de force. C'est le kick-off. Voilà, c'est le coup d'envoi. On va voir l'état des forces et on va voir surtout une chose, ne l'oublions jamais. L'intérêt des municipales, c'est d'avoir des sénateurs. Et donc, même vaut mieux perdre les mairies et avoir des conseillers municipaux d'opposition que de faire gagner un copain et de pas avoir d'élus. Parce qu'après, tu peux avoir des sénateurs et un groupe au Sénat. Bien sûr. Et tout le monde pense au sénatorial. Je rappelle que les prochaines sont en septembre. Merci beaucoup, messieurs. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur la compagnie irlandaise Ryanair qui a décidé de mettre un terme à 3 liaisons dès le 27 mars prochain, et je pense que ça pourra mettre quelques personnes dans la panade. On vous souhaite la bienvenue et on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Et autour de cette table, Pierre-Yves Martin est avec nous, entrepreneur et consultant. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Je représente l'autorité sur ce plateau. Ouais, c'est vrai. Il en fallait un. Vous voulez un peu d'autorité? Vous voulez en faire de l'autorité? Si vous voulez. Eh ben, vous ferez chez vous. Vous avez des menottes? Non, mais pour l'autorité d'un policier, ça va se perdre. À chaque fois, vous me taquez. Ça va de pair. J'en ai marre. J'ai pas fait exprès. Je suis une victime à chaque fois que je viens dans cette émission, je suis une véritable victime. Ouais, c'est ça. On vous croit. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Londres, Fès ou encore Porto seront bientôt plus partie des destinations depuis l'aéroport de Clermont-Ferrand. La compagnie irlandaise Ryanair a décidé de mettre un terme à ces 3 liaisons dès le 27 mars prochain. Michel Palazzo est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Vous êtes aviateur et journaliste spécialiste d'avion et vous connaissez visiblement bien ce dossier. Pourquoi, selon vous, Ryanair se retire-t-il de Clermont-Ferrand ? Vous savez, la Fédération nationale de l'aviation marchande a prévenu depuis plusieurs années que l'accroissement des taxes sur le transport aérien en France rendait d'une part les compagnies aériennes françaises très fragiles, et deuxièmement que les compagnies étrangères qui, pour certaines, desservent certaines liaisons, n'y trouveraient plus leur intérêt et qu'elles s'en iraient. C'est ce qui se passe notamment avec Ryanair, qui a déjà quitté Brive, qui a quitté Strasbourg, qui a quitté Bergerac, qui a annoncé qu'elle allait quitter encore beaucoup d'autres aéroports, qui vont donc se retrouver en difficulté, parce que s'ils ne retrouvent pas des compagnies, eh bien eux-mêmes vont se retrouver en faillite. Ils ont presque tous été privatisés, et donc c'est évident qu'ils vont être en fragilité. Alors Clermont-Ferrand, c'est la dernière en date, qui avait notamment une ligne sur Porto qui était qui fonctionnait très bien, avec beaucoup d'affluence, mais il faut savoir que avec des billets à 25, 30, 40 euros, les marges sont très faibles. L'année dernière, on a multiplié par 3
le montant de la taxe dite de solidarité qui s'ajoutait à la taxe Chirac, qui s'ajoute à tout un tas d'autres taxes. Et donc, si vous voulez, Ryanair, qui est puissant, qui représente 3 fois Air France en transport de passagers, Air France KLM, tout le groupe, bien Ryanair a décidé de punir en quelque sorte. Ils auraient les moyens de rester, mais ils ne veulent pas. Ils veulent montrer leur mécontentement. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, puisqu'ils ont quitté Francfort. Ils sont en train de quitter. Ils ont quitté aussi Bruxelles, et ils sont en train de quitter Charleroi. Enfin, en tout cas, de réduire leur fréquence. Charleroi, qui est le 2e aéroport de Bruxelles. Alors, Michel Polacco, est-ce que ça veut dire Polacco, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça veut dire que à court terme, il va y avoir d'autres fermetures en France ? Je pense que ça va se produire parce que vous savez, ces choses-là, ça fonctionne en cascade. Oui. Plus vous augmentez les taxes, plus vous diminuez le nombre de passagers. D'abord, moins la taxe se rapporte puisqu'il y a moins de passagers. Et deuxièmement, moins les compagnies aériennes peuvent trouver la possibilité de rentabiliser leur vol. Donc, on voit bien qu'une compagnie qui s'appelle Volotea, espagnole, qui appartient à un groupe européen, est en train de reprendre quelques lignes. On voit bien se développer une compagnie régionale qui s'appelle Chalair, qui reprend quelques lignes. Mais tout ça, c'est avec des avions plus petits pour Chalair. C'est avec des vols qui sont très très déficitaires avec Volotea. Je pense à Rodez, je pense à des lignes comme ça. Donc, si vous voulez, je crois que la France est en route pour une période très difficile, peut-être durable, surtout si des aéroports sont obligés de fermer. Parce que vous savez, fermer un aéroport, c'est facile. En ouvrir un, ça n'est plus possible. Absolument. Et ce sera comme ça pour toujours. L'alternative pour aujourd'hui, pour les voyageurs, parce qu'on en parlait avec Philippe, pour ceux qui viennent travailler à Paris, parce qu'il y en a aussi, enfin voilà, il y a un vrai problème aujourd'hui de transport de ces villes. Et puis pour les entrepreneurs qui doivent aller en voyage, parfois pour le commerce à l'export au Portugal, au Maroc, ceci, cela. Hein. Alors, si vous voulez, Ryanair, c'est surtout du loisir et du tourisme, mais il est vrai que pour ce qui est du désenclavement des régions, ce sont évidemment les régions qui sont les plus mal desservies par le train, qui sont les régions les plus touchées, pour lesquelles on voit de plus en plus de gens qui sont obligés de reprendre leur automobile. Quant aux liaisons pour les hommes d'affaires, donc je dis pour ces gens-là, ils sont déjà très 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 touchés. Et pour le tourisme, écoutez, c'est quand même un souci qu'on puisse plus aller de Clermont-Ferrand par exemple à Fès, à Porto. Ça veut dire prendre son automobile pour aller jusqu'à Bordeaux ou à Lyon. Enfin, vous voyez, c'est complètement débile. Tout ça pour des sommes qui sont absolument ridicules. Ce sont des taxes punitives. Ce ne sont pas des taxes qui rapportent vraiment de l'argent, puisque plus on réduit le nombre de passagers, et plus on perd d'argent, ou en tout cas moins on en gagne, puisque une taxe, par exemple, qui maintenant a été augmentée de 5 €, c'est à peu près ce que versaient les conseils départementaux à Ryanair sur certains terrains. Et Ryanair a perdu ses 5 €, elle s'en va. Voilà. Philippe. Elle est riche, elle a les moyens. Je crois que ça prouve une chose en une phrase. Secondes. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà, c'est ça. Juste la bonne conclusion. En un mot, Michel Polacco, est-ce que ça veut dire qu'une autre compagnie peut à un moment prendre la place, ou c'est mort aussi ça ? Non, ça peut arriver. Je vous parlais par exemple de Volotea qui a l'air de s'implanter un peu sur le territoire français, là où Ryanair recule. Maintenant, faut espérer qu'ils vont arriver à gagner leur vie. S'ils n'arrivent pas à gagner leur vie, notamment à des lignes à partir d'autres pays d'Europe où on peut gagner sa vie, ils partiront aussi. Merci beaucoup Michel Polacco d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aviateur et journaliste spécialiste d'aviation. Et tout de suite, les amis, je crois qu'il y a de l'arnaque dans l'air. Avec Flavio qui est avec nous, le bon Flavio que vous retrouvez sur Instagram. Bonsoir Flavio, comment ça va ? Bonsoir, vous allez bien ? Écoutez, moi je vais bien, mais qu'est-ce que j'apprends des gens qui volent du matériel, les revendent sur les réseaux sociaux et sur les plateformes ? C'est ça, le fléau des radars de Clio 5 volés. Donc là, en l'occurrence, on a une annonce Le Bon Coin avec donc un radar de Clio 5 arrière qui a été volé, et donc ça, c'est un fléau qui est de plus en plus répandu sur les sites de seconde main. Vous avez du flair, Flavio, vous devriez travailler avec la police, j'ai envie de dire. Allez, on écoute. On écoute. Allô ? Oui, bonjour. Ouais, bonjour, je vous appelle pour la caméra de recul à vendre de la Clio 5, toujours disponible ? Ouais, encore en vente, dis-moi. Ouais, je voulais savoir, elle a été volée quand ? Comment ça, quand ? La caméra, elle a été volée à quelle date ? Je sais pas, moi. Vous avez volé le pare-choc ou juste la caméra ?
Non, juste la caméra. Juste la caméra. Donc elle a bien été volée. Non, c'est que j'avais une Clio 5 et maintenant je vends la caméra parce que j'ai eu un accident. Vous en avez plusieurs à vendre ou une seule? Donc, j'en ai 2 à vendre, mais si vous en voulez d'autres, je peux en avoir. Ok, mais il y a aussi le tournevis qui sert à voler les caméras qui est à vendre ou c'est uniquement les caméras de recul? Non, c'est juste la caméra. Je vais réfléchir et si jamais je vous rappelle. Hein. Et si jamais j'ai aussi une caméra de Renault Mégane à vendre. Une caméra de Renault Mégane à vendre? Oui. Parce que vous avez aussi eu un accident avec une Renault Mégane? Oui, exactement. Ok. Je vois. Si jamais je vous rappelle, si jamais ça m'intéresse. Hein. Ce qui est bien avec Flavio. Mais Flavio, mais en fait, vous n'achetez jamais rien. Vous êtes un mauvais acheteur. Il a rien. Et encore moins des produits volés. Là, pour le coup, il nous indique à demi-mot qu'il est volé, qu'il a volé ce produit-là, sans voler. Enfin bref. Ouais. Ne faites pas ça chez vous. C'est fait par des professionnels. Mais le pire, c'est qu'on parle de caméra, mais c'est pas du cinéma. C'est ça le truc record. Vous voulez une caméra de Mégane? Moi, je pense qu'il aurait demandé une pour, je sais pas moi, une Twingo ou autre chose. Il l'aurait eu aussi. Il a du flair, ce Flavio. Je vous le dis, il a vraiment du flair. En tout cas, vous retrouvez le bon Flavio, bien entendu, en podcast avec nous. Ça marche très bien, on est très contents. Et puis sur votre compte Instagram, bien entendu, le bon Flavio. Il y en a des milliers. Vous pouvez passer la soirée à les écouter, mort de rire. Il est vraiment formidable. Et comme on dit tous les soirs, vivement demain. Vivement demain. Allez, on vous embrasse. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Beko chantait que la solitude, ça n'existe pas. Malheureusement, ça existe et ça existe beaucoup trop. Allez, on en parle dans un instant. En attendant, on fait une petite pause, on se détend, on boit un petit café et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une nouvelle famille, encore ce soir, une famille différente tous les soirs, à part Samuel Botton qui était déjà là hier, expert en communication chez Step Conseil. Pierre-Yves Martin est avec nous, entrepreneur et consultant, et Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Et vous, 0826 300 300, c'est Zach qui vous attend jusqu'à 19h. On est ravis en tout cas de vous accueillir pour vous donner la parole. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même d'une trentaine de villages de France, parmi lesquels Agen, Montpellier, Apt, Nice, Mont-de-Marsan, Le Mans, Bordeaux, Montrouge ou encore Évreux. Pourquoi ces villages répartis un peu partout sur le territoire? Parce que dans ceux-ci et dans d'autres, en 2025, 32 personnes âgées ont été retrouvées mortes chez elles des semaines, des mois et parfois même des années après leur décès. Je ne parlerai pas du chiffre, il y en aurait une seule que ce serait une de trop. Le chiffre de 32 pouvant paraître anecdotique dans un pays de 68 millions d'habitants, même s'il est sous-évalué selon l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui a décidé de lancer un observatoire de la mort solitaire qui devrait être opérationnel à la fin de l'année 2026. Un fait de société qualifié par une formule glaçante, conséquence ultime d'un isolement social extrême. Alors peut-être que ces personnes retrouvées plusieurs années après leur mort n'avaient pas d'enfants. Mais à défaut d'enfants, n'avait-elle pas une famille qui, même si elle vit parfois loin, ne s'est jamais inquiétée de ne jamais avoir de nouvelles, de ne jamais recevoir un message de vœux, ou qui ne se sont pas étonnés de ne pas recevoir de réponse à un message, un courrier ou un appel téléphonique. Et si ces personnes avaient des enfants, comment expliquer que tant de temps ait pu passer entre leur passage à trépas et le moment où on a retrouvé leur corps sans que personne ne se soucie de quoi que ce soit? Lorsque ma mère était en EHPAD, elle était atteinte d'Alzheimer et d'un cancer, je me souviens d'une personne âgée qui avait droit à une visite par an, le jour de Noël. Pourtant, ses enfants habitaient la même région mais ne trouvaient pas un moment pour lui rendre visite. D'autres n'avaient aucune visite dans l'année. Alors, contrairement à ces personnes mortes dans la plus grande des solitudes, elle avait le personnel de l'EHPAD et les voisins de chambre pour ne pas être seule. Mais ce qu'elle vivait nous avait brisé le cœur à mon frère, mes sœurs et moi. Finalement, Jacques Brel avait raison quand il chantait ceci. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste
se retrouvent en enfer. Alors, évitons de faire de la fin de vie de nos vieux un enfer. C'est toute la difficulté du... Pardon. Et non, je disais, il a fait un blanc, tellement vous êtes resté un peu scotché. Ému peut-être. C'est toute la difficulté, moi je le vois en tant que maire du rural, il y a encore de l'accompagnement de nos anciens. Quand les familles sont sur place, je pense aux quelques agriculteurs qui nous restent encore dans ce pays, mais qui s'occupent de leurs anciens, ça c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui sont dans la solitude totale. Et dans le rural, on le voit de plus en plus. Alors, soit les gens n'ont pas les moyens d'aller dans les EHPAD, parce qu'il faut du pognon pour aller dans les EHPAD. Ça coûte 2 ou 3 000 euros par mois un EHPAD, donc c'est pas possible. Très vite, Ensuite, est-ce que les assistantes sociales que mettent à disposition parfois les départements et autres sont assez nombreuses pour pouvoir couvrir tous les villages et aller village en village assister ou tout au moins soutenir de temps à autre nos anciens? C'est toute la difficulté d'une société qui en plus est de plus en plus égoïste, parce que même les enfants, les petits-enfants, etc., tout le monde se barre dans une vie à Paris ou ailleurs et puis oublie effectivement le rural, ce qu'on n'avait pas avant, parce qu'il y avait une vraie vie de proximité avant. Je réponds en un mot, dans les villages que j'ai cités, il y a quand même Montpellier, Bordeaux, Nice, c'est pas vraiment du rural. Mais dans le rural, on en voit aussi. Certainement parce qu'on a oublié, je sais pas quand, à un moment ou à un autre, de nous inculquer les valeurs essentielles du lien intergénérationnel. Parce qu'en fait, effectivement, dans nos sociétés... En tout cas, oublié de nous le transmettre, parce que c'était transmis naturellement. Il y avait un sujet de transmission. C'est vrai que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, il n'y avait pas de sujet. Tout le monde vivait sous le même toit. Et c'est vrai que depuis, je sais pas moi, depuis quand? Depuis les années 60, 70, ça a commencé à se déliter à partir de là. Et je sais pas. Je trouve qu'effectivement, comme disait Bruno, il y a un sujet d'égoïsme, ça c'est certain. Ouais, je pense. Mais je pense aussi qu'on a juste à l'esprit, on a oublié l'importance du lien entre les générations, de ce que chacun doit apporter à l'autre et ce qu'ils nous ont donné. Et de ce qu'ils nous ont donné, bien sûr, ça va dans les deux sens, quoi. Ça, c'est une responsabilité qui est propre à chaque famille. Je dirais juste qu'aujourd'hui, il y a un travail admirable qui est fait d'un point de vue associatif et même municipal pour accompagner les seniors à plein d'égards. Moi-même, j'ai la chance d'avoir encore une grand-mère qui, à son âge avancé de 80 et quelques années, peut se rendre dans des salles prévues à cet effet, gérées par la ville de Marseille. Donc les mairies de secteur en l'occurrence. C'est une très grande ville là, où elle peut prendre des cours d'informatique, régler ses problèmes, parce qu'avec les démarches qu'il y a aujourd'hui, ma grand-mère la fiche d'imposition en ligne, vous comprenez bien qu'elle la fait pas toute seule et qu'elle n'a pas forcément les moyens d'avoir un comptable. Donc dans ces endroits, dans ces relais, elle vous parle de ces gens-là comme de gens qu'elle connaît qui sont ce premier relais de proximité. Donc je pense que ça s'incarne d'abord par le devoir familial, et ça c'est une chose, mais il y a aussi le relais des services publics. Et celui-là, moi, pour y être confronté au quotidien, j'ai tendance à penser qu'il marche encore quand on veut bien lui donner une chance. Écoutez... C'est pas gagné quand même. Parce non, rien n'est gagné. C'est un sujet. Alors tu le trouves plus avec Pandémie, tu as raison. Mais sur le rural, c'est compliqué. Tous en même temps, on n'entend pas. C'est un sujet que vous aviez déjà évoqué, Philippe, il y a 2-3 mois, dans le cadre d'un fait divers d'une personne âgée qui était décédée, abandonnée. Non, alors j'ai oublié, mais on en a parlé dans Les Vraies Voix font parler la France il y a quelques jours. C'est parce qu'il y avait une étude dans un magazine sur la solitude des personnes âgées qui était de moins en moins... Enfin, beaucoup n'avaient plus aucune visite. Moi, je me demande comment est-ce qu'on peut retrouver les gens dans un état déplorable, 2 ans, 3 ans après leur mort, et que personne ne soit... Le truc, c'est qu'on ne donne plus d'utilité à ces personnes, en fait. Il faut qu'elles se sentent utiles pour vivre mieux. La plupart veulent continuer à habiter chez elles, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut leur donner des choses... bien sûr, une assistance pour des personnes âgées, c'est très compliqué. On en a tous, on les assume. Mais moi, je l'oublierai jamais, cette mamie, c'était une femme qui avait une visite par an en EHPAD, une visite par an le jour de Noël, mais vous vous rendez compte, c'est qu'une visite par an. C'est horrible. Mais vous vous rendez compte qu'il y a même cette association extraordinaire qui envoie des courriers aux personnes âgées. Absolument, qu'on avait reçu dans Les Vraies Voix citoyennes. Moi j'ai écrit plein de lettres et tout pour Noël à ces gens, c'était génial. C'est des gens qu'on connaît pas, on envoie, et puis ils envoient un papy, une mamie à Marseille, un papy à Lille. Mais ce que disait Samuel, il y a aussi dans les écoles, voire des associations qui, avec les enfants, vont dans les EHPAD assister, aider, parler avec les papis et les mamies. Donc il y a des choses de faites aussi. Il n'y a pas que des gens abandonnés, heureusement. Non, mais pour que les petits frères des pauvres décident de faire ce baromètre, ça veut quand même dire quelque chose, je crois. Il y a un truc qui s'est cassé. Ça pose question. Mais il faut continuer à s'engager. Bien oui.
C'est bien de le dire, mais il faut le faire, ça c'est sûr. Dans un instant, un de nos auditeurs sera nommé ministre, sachez-le. Et puis ensuite, le qui c'est qui l'a dit. Et un sera nommé vainqueur. Pourquoi vous me regardez, Cécile ? Parce que vous avez une belle tête de vainqueur. Pas du tout, je regarde Maxime, notre réalisateur, parce qu'il est toujours gagnant. Malheureusement, je ne peux jamais gagner. C'est marrant, hein. ça y est, les moi je vais gagner. Mais la dernière fois, j'ai gagné, je vous ferai remarquer. Ouais, mais vous avez triché. Mais les miracles n'arrivent qu'une fois. Bilger est devant. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Ça n'intéresse personne. Bon, tout le monde s'en fout. On peut y aller, c'est on la peut réussite, rendre l'antenne. c'est ma réussite. On rend l'antenne. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix, et on est ravis avec Bruno Pomar qui est avec nous, Samuel Botton, Pierre-Yves Martin et vous au 0826 300 300. Et on fait un coucou à notre public, donc Katia, on vous embrasse. Oui. Merci. Si vous voulez venir nous regarder et nous écouter et nous adorer comme fait Katia. Et chanter nos louanges. Voilà, exactement, parce qu'elle est là. Un Katia. Ah oui, on vous entend pas. Criez. C'est super. Merci Katia. Quel public, merci. Un public enflammé, hein, c'est génial. Il faut toujours une Katia dans le public. Moi je dis, c'est très important. Les amis, et si vous étiez, non pas ministre cette fois-ci, mais préfet de police. Les vraies voix Sud Radio. Et si vous étiez préfet de police, mon cher Fabrice, qui nous appelle de Géronce, bonsoir monsieur le préfet. Cécile, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, monsieur le préfet. Comment ça va, monsieur le préfet ? Fort bien, fort bien. Moi, quand j'entends vos voix, le ciel s'illumine. Oh, c'est magnifique. C'est bon. J'ai été obligée de lui envoyer par SMS pour qu'il le dise. Monsieur le préfet, d'abord, vous êtes préfet d'où ? Bordeaux. Préfet de Bordeaux. Donc en tant que préfet de Bordeaux, quelle serait votre première initiative ? Alors, en tant que préfet de Bordeaux, déjà, je changerai un petit peu toute cette folie liée à la circulation, aux règles de circulation. Et il y a, que l'on soit automobiliste, que l'on soit motard, que l'on soit cycliste, que l'on soit piéton, il y a un seul code de la route. Or, il y a 50 000 droits et devoirs. Voilà, plus que de gris, en l'occurrence. Je m'explique quoi. Sur Bordeaux, en circulant sur Bordeaux, c'est absolument, c'est une torture. Vous avez par exemple, les cyclistes. Alors je vais pas me faire que des amis, mais vous avez les cyclistes. Ils peuvent vous doubler par la gauche, par la droite. Ils peuvent prendre les sens interdits. Donc vous arrivez en face, ils peuvent griller les feux rouges. Ils ont quand même beaucoup de pistes cyclables à Bordeaux. Hein. Oui. Mais n'empêche qu'ils font ce qu'ils veulent. Attendez, laissez finir le préfet. Et donc, je veux dire, voilà. Et pour eux, il y a que des droits, il n'y a pas de devoirs. Vous avez, quand vous prenez les gens de la circulation sur Bordeaux, il y a 3 catégories. Vous avez donc les cyclistes pour qui c'est open bar, c'est la foire à la saucisse, il n'y a pas de problème. Vous avez en deuxième position, vous avez les automobilistes. L'automobiliste, lui, il est anxieux, il est angoissé parce qu'il a toujours peur. Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'il va pas en arriver un sur la droite ? Est-ce qu'il va pas en arriver un en face ? Il conduit avec le trac, avec le trouillomètre à 0. Et puis, vous avez les piétons dont le seul but, c'est d'arriver indemne à sa destination. Parce que, en plus des vélos et des voitures, lui, il a les trottinettes qui font la même chose sur les trottoirs. Oui. Donc, c'est absolument, absolument effarant. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait justement ? Eh bien, on change toutes ces dérogations qu'il y a pour les cyclistes. Ils ont un code de la route comme tout le monde. Les trottinettes, elles n'ont pas à être non plus à tout berzingue sur les trottoirs. Et les vélos, eh ben, ils respectent le code de la route comme tout le monde. Il y a pas de souci. On enlève des points aux automobilistes, on n'enlève aucun point aux cyclistes. Alors, et on leur donne même tous les droits. Monsieur le préfet, un petit peu tout ça. est-ce que vous seriez pour, monsieur le préfet, des plaques minéralogiques pour les vélos, le port du casque pour les trottinettes et pour les vélos? Absolument, j'allais y venir. Il a un programme. Mais j'allais y venir parce que c'est totalement un problème. Est-ce que vous me donnez 2 minutes pour vous raconter une anecdote? Allez-y. Là, c'est l'histoire de Toto qui va. Non, c'est arrivé il y a 2 ans et demi à ma fille. C'était pas à Bordeaux, c'était à La Rochelle. Elle marchait sur le trottoir. Elle croise un cycliste qui tenait son vélo à la main, qui était sur le trottoir.
au moment de se croiser, évidemment le gars il bouge pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se décale sur la gauche. Arrive, tout ça est vrai, hein, arrive un bus électrique qu'elle voit pas et qu'elle entend pas. Le cycliste en face lui la voit, mais il dit rien. Elle a été percutée par le bus. Mais non. Sous le choc, ma fille a basculé sur la droite, le téléphone sur la gauche et le bus a roulé sur le téléphone. Je vous laisse imaginer si ça avait été l'inverse. Oui. Ah la vache. Voilà. Tout ça, c'est intolérable. C'est intolérable. Ouais. Et le gars a continué sa route. Tranquille, il s'est pas arrêté. Hein. Comment il s'est pas va-t-elle arrêté, mais pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Monsieur le préfet, comment va votre fille? Elle va bien? Ah oui, elle va bien, oui. Okay. Elle va bien, malgré, allez, petite anecdote, malgré l'engueulade que je lui ai mise, parce que je lui ai dit, évidemment, tu étais en train de piloter son téléphone. Elle m'a dit, non, pas du tout, il était dans ma poche. Non, mais. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ah non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai conduit pendant des années dans Bordeaux. C'est une ville que je connais très bien. À l'époque, je me rappelais, conduire dans Bordeaux, c'était un plaisir. Il y avait les quais où ça roulait bien, de la gare Saint-Jean pratiquement jusqu'en haut. Vous aviez tous les boulevards qui contournaient de l'autre côté avec les barrières d'Arès, barrières du Médoc, barrières judaïques, etc. Ça roulait bien. J'ai conduit à Bordeaux, j'y suis passé l'été dernier. C'est devenu un enfer. On aurait pu penser que vous étiez jupéiste. Ouais. Ah non, mais là, je pense que. Mais c'est la jungle, de toute manière. Ce qu'il dit très justement avec les vélos, mais même à Paris, mais à Bordeaux-Paris, il faut ce qu'il faut, mais c'est la jungle totale. Mais il n'y a aucun sens du citoyen moyen qu'on doit être tous, c'est-à-dire respecter le minimum. Ils passent au feu rouge, les mecs, ils t'engueulent, les piétons n'en parlent pas, enfin, et le con, c'est le mec en voiture. Des coups de pied, c'est insupportable. Donc, d'abord, il devrait s'arrêter au feu rouge comme tout le monde, parce que tu sois en vélo ou en scooter, je vois pas pourquoi moi je m'arrête en scooter et le mec en vélo il passe. Ouais. Mais ça c'est Madame Hidalgo qui a décidé qu'un jour. Rien décidé du tout, c'est le code de la route. Bah oui, si le feu il est rouge, vous vous arrêtez au rouge, point barre. Eux ils passent. Donc c'est la faute aux cyclistes, pas. Oui, bah, c'est pareil. Non, on leur a donné, les écolos leur ont donné carte blanche au vélo. Aussi pour leur sécurité, parce que l'intérêt c'est la sécurité de tous. En tout cas, Monsieur le Préfet, merci beaucoup pour cette allocution, première allocution en direct sur Sud Radio. Indirectement. Hein. Non. Faisons qu'il fasse déjà ses classes. Je crois que t'es plus tranquille quand t'es préfet que ministre, en fait. Oui, ça dure plus longtemps. Ça dépend de la préfecture. Allez, les amis, vous restez avec nous. Merci beaucoup, monsieur le préfet Fabrice. Et tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et là, il n'y a pas de priorité à droite de machin. Là, c'est tout droit, je vous le dis tout de suite. Et ça commence. Le qui c'est qui l'a dit. Il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. C'est un acteur très connu. Ah putain, oui. Georges Clooney. Non, français. Il aurait pu faire des barbecues. Alors Maxime me dit que Clooney est français. C'est vrai aussi. Commandeur, non Non, plus âgé. Hein. Des barbecues. Il aurait pu faire des barbecues. Il aurait pu habiter dans votre rue. Weber, bah oui. Jacques Weber. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, c'est un point par défaut. Oui. Putain, qui c'est qui l'a dit? Alors là, c'est un homme politique. C'est l'heure de l'autodissolution du macronisme. Chenu? Non, pas le même bord, hein, pas du tout. Non. Ah. Mais pas LFI non plus. Il est très connu pour un grand discours, très grand discours. Villepin. Bonne réponse de Bruno Pomar, Dominique Galouzeau de Villepin. Ouais. Je sens Samuel est tendu, il voit que je... Non, ma question était quel était le grand discours de Villepin auquel vous faisiez... À l'ONU. D'accord. Bah oui, je vous remercie quand même. Qui c'est qui l'a dit? Rafita Dati est renvoyée devant un tribunal correctionnel en septembre. Il y a un enjeu démocratique. Si elle est élue, elle ne serait plus maire quelques mois plus tard. Et c'est Dati. Non, c'était ce matin sur Sud Radio. Non, c'est Bournazel. Bonne réponse de Pierre-Yves Bournazel, qui était candidat à Horizon à Paris. C'était ce matin sur Sud Radio. Avec Jean-François Aquili. Qui c'est qui l'a dit? Question d'un film mythique. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la dernière force qui me tient en vie. Ou peut-être Gladiator comme ça, chaud. Non, un film français et récent. Récent. Avec Monsieur Ninet. Le comte de Monte Cristo. Bonne réponse. Le comte de Monte Cristo. Point pour Pierre-Yves Martin. C'est quand même très facile. Je croyais que tu m'avais dit que tu me laissais gagner. Mais j'y croyais pas. Si on a entendu, ça a marché. Il faut bien qu'on vous aide. Question qui c'est qui l'a dit? S'il y a beaucoup de candidats sans projet, moi je veux que notre projet ait un candidat.
Attal. Bonne réponse de Bruno Pomar. C'est vrai que ça sonne vraiment comme du Attal. C'est vrai. Et pourquoi, Maxime, vous nous avez mis wrong answer et good answer? Parce que j'ai mis les moufles ce soir. Qui c'est qui l'a dit? Je m'autorise, compte tenu du parcours qui est le mien, à avoir une opinion, et je ne me sens pas forcément tenu par les positions qui sont prises par Gabriel. Elisabeth Borne. Bonne réponse de Samuel. Elle a même dit, ce n'est pas mon patron. Absolument, dans une autre phrase. Qui c'est qui l'a dit? Je suis candidat à la présidence de la République. Attal. Non. Non, le patron des maires, Lignard, David Lignard. Non. Lina, non, c'est pas Lina. Très récent, c'était hier. Non. Ah, il y en a un nouveau, là? Il propose même d'être payé au SMIC. C'est Ruffin. Bonne réponse. Il a été un poil plus rapide. Bonne réponse pour... Mais parce qu'en fait, je voulais pas dire d'abord parce que je pensais qu'il allait passer par la case primaire, quoi. Qui c'est qui l'a dit sur le casse du Louvre? Quand j'ai contourné la rue, j'ai croisé la nacelle. Bonne réponse de Samuel Botton. J'ai adoré celle-là. Vous lui avez filé les réponses ou quoi, Samuel? Non, là, coup de bol, je les ai toutes lues ce matin dans ma veille. Alors celle-là, elle est un peu plus ancienne, mais elle est très drôle. Qui c'est qui l'a dit? J'aime bien aller à la messe parce qu'au moins, pendant 1 heure, personne ne vous emmerde. Le Cornu. Non. C'est un ancien Premier ministre. Bayrou. On en parlait il y a quelques instants. Non. Dans une ville. Attal. Bayrou. Mais non. Dans une ville dont on vient de parler. Chenu. Chenu. Et vous avez pu. Non, mais avec le préfet. Avec le préfet. Quelle ville? Bordeaux, Juppé. Bah oui, Juppé. Ah merde. Allez, c'est fini. On dit pas. Je savais pas que Juppé était croyant, c'est pour ça. Mais il a pas dit qu'il était croyant. Alors, il se réfugie dans une église pour pas avoir d'emmerde. 6 points pour Samuel Botton. Quand même. 2 points pour Bruno Pomar. 1 point pour Pierre-Yves bravo Martin. Samuel, bravo. Quelle victoire. Magnifique. Mais c'est vrai que la méthode de la messe, c'est pas mauvaise pour pas avoir d'ennui. J'aime pas trop ce type de défaite, vous voyez. Je suis assez vexé. Oui, je comprends. Mais est-ce que vous voulez qu'on demande à notre spectatrice Katia de vous applaudir? Katia, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Comment c'est fait? Je sais pas si ça aura tendance à vous rassurer, mais j'ai gagné sans faire exprès. Voilà. En plus, merci, ça fait plaisir pour les autres. Là, vous l'humiliez. Oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut marcher. Vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Dans un instant, les amis, la question du soir, la patronne de la police des Landes a-t-elle eu raison de préférer le dialogue à la confrontation face aux agriculteurs? Pour l'instant, oui, avec un score magistral de 98%. Bon, bah ça, c'est vous voulez réglé. réagir? Le 0826 300 300. Les 2%, appelez-nous tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Vous demanderiez l'heure, il est 18h29. Je dis ça. Et hein, même c'est 30 là maintenant, à la seconde près. Voilà, il est 30. Au voilà. 4e top, il sera exactement. En tout cas, au 4e top, il sera exactement là avec nous, Philippe David. Bien entendu, Bruno Pomar autour de cette table, Samuel Botton et Pierre-Yves Martin. Et tout de suite, la question du soir avec la directrice départementale de la police nationale des Landes, Agnès Mazin-Bottier, a été démise de ses fonctions par le préfet pour des manquements répétés, notamment lors d'une manifestation agricole du 11 janvier. Avec cette question du soir. La patronne de la police des Landes a-t-elle eu raison de préférer le dialogue à la confrontation face aux agriculteurs? Eh bien, vous dites oui à 98%, vous voulez réagir. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et Damien est avec nous de Castanet au 0826 300 300. Bienvenue Damien, bonjour. Oui, bonjour les vraies voix. Bonjour. Est-ce que, alors vous avez vu cette information en tout cas de cette mise à l'écart de la patronne de la police des Landes, qu'en pensez-vous? Alors pour commencer, je souhaiterais apporter tout mon soutien aux agriculteurs qui sont encore mobilisés sur l'ensemble du territoire. Absolument. Bien sûr. En espérant qu'ils ne servent pas d'écran de fumée ou de porte-étendard à une personne dont on peut, je pense, se poser la question sur sa légitimité, sur sa neutralité vis-à-vis du Mercosur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui. Et déplorer encore les violences qu'il y a pu avoir à Toulouse aujourd'hui. Et également apporter toute ma considération aux forces de l'ordre et mon soutien à la responsable police nationale des Landes, qui paie malheureusement aujourd'hui le prix du non-respect des consignes de son préfet, qui allait lui-même à l'encontre des consignes ministérielles. Absolument. Apportées par M. Nunez qui avait prôné plutôt le dialogue, exactement.
j'espère qu'une chose, c'est que les préfets qui semblent faire preuve de, je sais pas si c'est des excès de zèle ou des excès de stress vis-à-vis de leur hiérarchie, de leurs décisionnaires, parce que je leur souhaite être aussi virulents et décisifs vis-à-vis de la délinquance qu'on peut voir sur le territoire. Parce que je rappelle quand même les faits depuis le début de la mobilisation, un déploiement de force hors norme au bord de Suariz, alors qu'on était face à des agriculteurs qui défendaient leur métier et leur vie et un élevage. Le déploiement, une fois de plus, des forces de l'ordre, un déploiement considérable à Carbone, alors qu'on était face à un blocage certes d'autoroute, mais qui était pacifiste, sans compter les nombreuses interpellations et compagnie. Donc quand derrière un ministre prône l'apaisement, le dialogue, et qu'on a des préfets qui eux prônent plutôt la répression, oui. ça laisse un dérogateur, quoi. Absolument. Damien, vous restez avec nous parce qu'il y a énormément de témoignages au 0826 300 300 et c'est Thierry qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Thierry, bienvenue. Oui, bonsoir à toute l'équipe et merci pour votre émission. Je me régale tous les soirs, je me régale à vous entendre. Eh ben, nous on se régale de vous avoir en tout cas avec nos auditeurs. Ouais. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Ça parle franc et ça parle vrai, c'est super. Oui, quoi. Merci à vous. Taisez-vous. Allez-y. Moi, je suis montois, donc je suis un peu au cœur de l'action. Oui. Alors, face au propos du fait, à savoir arrêtez-les et puis interpellez-les et puis faites-les dégager, pour ceux qui n'ont pas encore compris, et bien comme vous le soulignez très bien, la directrice de la police départementale, elle préfère le dialogue. Ouais. Oui. Et à ceux qui en douteraient encore, je vous demande de regarder les images de ce qui s'est passé à Toulouse aujourd'hui. Oui. Le visage en sang de ces paysans, mais c'est purement inadmissible, quoi. Oui, c'est purement inadmissible. On ne peut pas comprendre ça dans notre pays qui est un pays agricole, hein. La ferme européenne, quoi. Ces gens travaillent 70 heures par semaine pour toucher à peine la moitié de SMIC. Vous le soulignez souvent et vous avez raison, quoi. Ils n'ont pas de perspective d'avenir. C'est ça qu'ils redoutent le plus. Ils savent pas à court terme comment ça va être la saison à venir, quoi. Donc la violence, ça suffit, ça mène à quoi. Vous avez raison Thierry, vous bougez pas parce que ça n'arrête pas de sonner. Ludovic est avec nous. Bonsoir Ludovic, bienvenue. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonne année puisqu'on est encore dans les temps. Absolument. Et bonne année aussi à tous. On oublie de le dire. On vous écoute. Moi, je voulais apporter mon soutien à un commissaire de police qui a su déjà depuis 3 ans gagner le respect de ses hommes en tant que manager, mais aussi qui sait être ferme, juste et qui prône également le dialogue. Elle n'a pas voulu opposer ceux qui nous nourrissent et ceux qui nous protègent. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de monsieur le préfet que j'ai déjà rencontré, qui est pourtant un homme charmant, qui aime discuter. Oui, et qui en plus apprécie la mentalité irlandaise bienveillante, festive, etc. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est mis dans la peau du macronisme à l'état pur qui confond autorité et autoritarisme? C'est bien dommage. On va faire, Ludovic, Thierry et Damien, restez avec nous, on va faire parler nos vraies voix, bien entendu. Quand vous entendez ça, Samuel, ce témoignage et ce soutien absolu, ça fait chaud. Tous les résumés sont très bons. Moi, j'espère qu'elle sera réintégrée dès que possible, parce que finalement, la seule question que ça pose, c'est celle de l'insubordination et de la hiérarchie. Au-delà de ça, je vais peut-être apporter un peu d'eau au moulin des auditeurs. J'ai tendance à penser qu'on était dans un conflit d'ego. Pourquoi ? Parce que déjà on est en train de se livrer à un affrontement de versions sur quelle était la relation entre le préfet et la commissaire de police. Paraît-il qu'elle avait déjà reçu 2 blâmes, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi si besoin, dont un dernier cet été. Donc ils ont expliqué ça comme un écart de comportement. Après, sur une situation à froid où le ministre donne des consignes, celles-ci sont appliquées, la justification de la commissaire est de dire il n'y avait à ce moment-là aucune situation qui justifiait l'augmentation d'une forme de violence ou une forme de répression. L'usage de la force. L'usage de la force. Voilà, c'est assez clair. Et par contre, c'est là que le récit se met en place, où côté préfet, on va rétorquer, ben non, en fait, on avait commencé à souder les barreaux, ils étaient en train de s'attacher, c'était très violent. Donc voilà, maintenant, où est le vrai, où est le faux, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une situation qui a été bien gérée à l'instant T, et il serait dommageable pour la République de se priver d'un aussi bon élément. Pierre-Yves Martin.
Moi, le premier élément de surprise, c'est que, en fait, quand on est dans la police, dans la préfectorale, en fait, on obéit, quoi. C'est la règle, sinon on évolue dans un autre environnement. Ça, c'est le premier élément. Mais on répond à qui? Au préfet, la consigne du préfet, c'est le ou préfet à celui du ministre? C'est d'abord le préfet et ensuite le ministre, mais c'est la même personne. Logiquement, voilà. Donc moi, en fait, ça me surprend un peu qu'on en fasse tout un plat. Et le deuxième élément, c'est que j'avais évoqué ça le mois dernier. J'ai toujours été très surpris de la manière dont l'autorité publique a accueilli et géré ce mouvement agricole depuis plusieurs semaines. Et pas du tout sous le signe de la concertation, la discussion, avec une certaine distance. Alors on m'avait expliqué à l'époque que c'était normal, qu'on voulait ne pas donner trop d'importance à ce mouvement, et donc du coup le Premier ministre voulait laisser un peu de distance entre les différents acteurs. Et là, après, pour clôturer, je ne comprends pas pourquoi dans ce pays on n'est pas capable de discuter avant de s'engager dans une démarche de violence. Et je pense, et ça va peut-être pas plaire aux auditeurs, je pense aussi que certains agriculteurs, parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils sont empreints de pessimisme, parce que ils ne voient pas forcément d'horizon positif dans leur parcours, sont peut-être aussi capables de faire des actes de violence qui du coup appellent à des réactions publiques de policiers, de la préfecture, etc. Justement, on a une réaction, bougez pas, Pierre-Yves Martin. Benoît est avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, écoutez, mais là j'entends des choses qui ça me fait bouger, parce que franchement, qu'on soit des révolutionnaires, ça on le sait, mais aujourd'hui, vous imaginez, ça fait 3 ou 4 ans qu'on manifeste, et on nous entend pas, ils font rien, ils nous laissent crever. Enfin voilà, je sais pas. On ne demande pas grand-chose, mais aujourd'hui. En fait, monsieur, j'ai pas dit que vous aviez tort de manifester. Non, c'est pas ça. Peut-être que le seul tort que vous avez eu, si je puis me permettre, c'est que année après année, moi je comprends plus rien à cet épisode, parce que il y a des manifestations. Après, subitement, là, il y a 3 semaines, ça s'est arrêté. On nous a expliqué que tout était bien, et puis après, il y a une prise de conscience des différentes forces, alors syndicales ou de vous en direct. On va écouter Benoît. Benoît, on vous écoute. Oui, on a fait une trêve. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu embêter, les gens pour les fêtes aussi. Oui. On n'est pas quand même, on n'est pas des voyous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous avez vu aujourd'hui à Toulouse ? Vous avez vu un peu les images qu'on voit ? On tape sur des types qui nourrissent la France. Ils en ont rien à branler, les flics. Le problème, il est là. Ce qu'il y a par contre, eux, le 31 là, samedi donc, ils font grève, ces messieurs-là. Mais ils en ont pas honte de ça. Ils n'ont pas honte aujourd'hui d'aller dans la rue dire mais nous ça va pas. Mais oui, donc, mais d'accord. Et donc Benoît, ça veut dire que vous soutenez quand même la patronne de la police des Landes. Mais après attention, c'est comme, je vais vous dire franchement, c'est comme partout. Il y a des chèvres partout. Ça veut dire que dans les agriculteurs il faut avoir des chèvres, mais dans les fonctionnaires il y en a aussi. Des brebis galeuses. Oui, mais je pense que là c'est bien le mot chèvre qu'a voulu employer l'auditeur. Non mais vous comprenez que c'est compliqué aujourd'hui. On est là, on essaye de faire quelque chose. Bon, et puis vous avez un préfet sur Toulouse, mais il pompe rien le type. Il faut qu'il démissionne. Lui, il faut qu'il arrête. Alors, moi, je voudrais dire à nos auditeurs qui écoutent pour comprendre un petit peu la situation. Il y a un préfet, évidemment, dans chaque département qui représente l'État de façon générale. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a au sein de chacune de ces administrations responsable. Là, en l'occurrence, il y a une directrice départementale de la sécurité publique, c'est-à-dire c'est une dame qui est en charge de l'ensemble des forces de l'ordre des Landes, qui est en charge du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre quand c'est nécessaire. Bon, là, effectivement, il y a un vrai souci de relation entre le préfet et la directrice départementale. C'est embêtant que ce soit arrivé au jour et dans les médias, évidemment, parce que le linge sale, comme on dit, on le lave en famille normalement, mais là, effectivement, je pense que l'appréciation de la directrice qui est sur le terrain, donc qui est à même d'apprécier le moment où il faut faire du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, de laisser faire, parce que la situation est quand même compliquée. Nos agriculteurs souffrent, on le sait, les policiers ont des consignes et c'est pas simple, croyez-moi. Le ministre de l'Intérieur donne des consignes en disant
attention, on y va mollo. Mettez la pédale douce. Voilà. Ce qu'a essayé de faire la directrice départementale, au détriment peut-être du préfet qui lui a pris un ordre direct de Paris en disant oh là là, s'il y a du bazar, s'ils me prennent d'assaut la préfecture, c'est l'insurrection. Enfin, on imagine tout ce qu'on peut imaginer. Et donc cette directrice a justement temporisé pour éviter le pire, et c'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas plu. Je crois qu'il y a un problème de crime de lèse-majesté, un petit peu de problème d'égo, voilà, tout simplement. Désolé, mais c'est un peu dommage. Mais je crois que cette directrice de la sécurité publique des Landes, elle est très appréciée. Hein, oui, elle est très appréciée. Samuel disait, il faudrait qu'elle soit réintégrée, mais je crois qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Et à mon avis, quand on fait valoir ses droits à la retraite, si on a le nombre d'annuités, on doit peut-être mais pas c'est avoir dommage envie de que ça se finisse revenir. comme ça. Oui, je suis entièrement d'accord. Attendez, Ludovic, Thierry, Damien, Benoît, vous êtes tous à l'antenne, donc celui qui veut parler, lève la main si je puis dire. Je veux bien répondre à monsieur Beaumard. Oui, allez-y. C'est qui là? C'est Damien. C'est Damien. Allez-y, Damien. Je suis d'accord avec vous, monsieur Beaumard, mais ça veut dire aujourd'hui que les préfets prévalent sur le ministre de l'Intérieur. Et vous l'avez dit très justement, et c'est une des problématiques du monde rural aujourd'hui, c'est qu'on reçoit beaucoup d'ordres qui viennent d'une tour d'ivoire qui s'appelle Paris. Et ça fait partie des revendications de ce qui est dénoncé par le milieu agricole, c'est qu'on en a marre de recevoir des ordres de Paris. Et là, on est dans une opposition totale et on est sur un cas caractéristique d'un ordre qui serait arrivé directement de Paris, qui a été relayé par le préfet, alors que la personne de terrain, en l'occurrence la responsable des forces de l'ordre des Landes, n'a été bafouée. Oui, alors, si je peux juste, après je vous laisserai, je me tairai. Benoît, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la manifestation du 30, j'ai de la famille, moi, qui est dans les forces de l'ordre, en l'occurrence dans la police. L'appel à manifester, c'est par la police, par le syndicat Alliance. La majorité des forces de l'ordre qu'on a en face de nous dans les manifestations, c'est gendarmerie. C'est deux choses bien différentes et bien distinctes. Ah, mais je dis pas le contraire. Qui sont sous la responsabilité du préfet. Mais ils sont pareils, mais il y en a certains, ils sont pareils, ils en ont rien à faire aujourd'hui. Ils sont là pour nous casser dessus. Non, après, ne dites pas ça, on n'est pas là pour vous casser la figure. Après, vous avez des préfets, je peux vous garantir, on en a des préfets, nous, dans nos régions et tout, mais des mecs qui étaient à l'écoute, vous voyez, ils se mettaient autour d'une table, bon, ils faisaient monter, mais par contre, ça redescendait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Mais on va faire remonter, vous inquiétez pas. Le problème, c'est que ça fait 2 ans et demi qu'on fait remonter. Il va falloir que ça descende au bout d'un moment. Voilà. Mais c'est obligé, c'est comme ça. Non mais moi ce que je trouve quand même dingue, c'est que cette directrice départementale de la sécurité publique, à mon avis, elle a regardé, il n'y avait pas de violence inacceptable, etc. Elle a apprécié les choses. Permettez-moi de vous dire que je trouve ce comportement bien meilleur qu'un ex-préfet de police de Paris qui disait aux Gilets jaunes, nous ne sommes pas dans le même camp. Je trouve que cette policière est bien meilleure. Voilà, et ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Ludovic, merci Thierry, merci Damien, merci Benoît, et je sais que ça sonnait malheureusement encore. Et on va en reparler à 19h. Oh là là, il y a beaucoup d'appels pour parler des agriculteurs au 0826 300 300, mais tous les sujets vous sont ouverts. Du RAID et maire de Belleflou, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant, et toujours à la pointe de l'heure, toujours en avance, hein? Oui, là j'ai fait 24 heures. Il est très ponctuel. 23h40. Il a pris un blâme d'ailleurs, je crois. Il a un avertissement. Bon, au bout de 5 avertissements, c'est un blâme. Et au bout de 5 blâmes, au bout de 1000. C'est Coluche. J'ai l'impression de voir la justice des mineurs. Là, allez, la petite phrase du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nicolas Domenac, qui est chroniqueur politique et éditorialiste à Challenge, c'était ce matin au micro de Jean-François Achilli dans La Vérité en face. Écoutez. Pendant qu'on se fait photographier, je prends ce dernier exemple avec des lunettes de Top Gun, eh bien les Allemands et les Italiens font un pacte pour réformer l'Europe, et nous, on peut pas projeter de la puissance quand on est impuissant. C'est ça la question de fond aujourd'hui. Je veux dire, ça sert à rien de faire le malin et le kéké. Philippe David. Alors désolé, mais quand j'entends Nicolas Domenac et Maurice Safran critiquer Macron alors qu'ils l'ont porté au nu, et sur les réseaux sociaux dans Challenge disait que ceux qui étaient contre Macron étaient des ringards, des arriérés, etc. Moi j'en peux plus, surtout quand on voit le bilan de Macron. Et ce qui m'amuse, c'est que maintenant ils encensent même l'Italie. Et il y a quelques années, limite, quand Mélanie, c'était Mussolini. Alors là, désolé, j'ai envie de dire, Cécile, pincez-moi, je rêve. Tenez, je vais mettre une baffe. Non. Très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, vous ne rêvez pas, et Domenac a entièrement raison dans l'analyse qu'il en fait.
Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a un président qui n'a malheureusement plus de pouvoir, qui n'incarne plus aucune forme d'autorité, et on est définitivement dans la fin de règne la plus cruelle pour Macron. On attend qu'il parte. Donc à partir de là, ne peut rien se produire sur la scène internationale, et tant mieux pour l'Italie et l'Allemagne, écoutez. Oui, c'est un peu immature de la part de notre président. Après, je ne suis pas convaincu que l'Allemagne ni l'Italie aient un niveau d'influence supérieur à la France pour imposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'Allemagne décide de tout en Europe. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui se dresse face à Trump en Europe. Ça me fait mal de le dire, mais c'est Mélanie. Enfin, parfois, il lui tire les pompes aussi. Selon ses intérêts, mais globalement, je pense que Macron est totalement ridiculisé, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est une fin de règne pathétique, et voilà, bon, il lui reste plus que les lunettes de soleil, quoi. Ouais, enfin, c'est pas un argument présidentiel, lunettes de soleil. Sinon, excusez-moi, la bonne nouvelle, c'est que les fabricants de lunettes ont fait un carton. Ah oui. J'allais vous dire, ils sont français. Ils sont français et ils ont fait un carton. Oui. Voilà, parce que grâce, en tout cas. C'est pas avec les lunettes de Monsieur Philippe David, par contre. Non, ça, je vous en prie, mais est-ce que vous savez à quoi ces lunettes me font penser? Vous vous rappelez le film avec Stallone, Cobra? Ok, super. Inspecteur Marion Cobretti, il a les mêmes lunettes Cobra. Ce Philippe David, il regarde des films de top. C'est très bizarre. Allez, merci beaucoup Bruno Pomar, merci Samuel Botton, merci Pierre-Yves Martin. Dans un instant, si vous voulez savoir ce qu'est une obligation d'entreprise, Thomas Binet vous explique ça dans les incontournables de l'argent. Et je vous retrouve demain à partir de 17h avec Philippe. Et dans un instant, Philippe, en direct. Les vraies voix font parler la France. Alors, vous étiez dans les manifestations agricoles, vous soutenez les agriculteurs ou pas? Vous avez des mots à dire sur l'agriculture en France? Appelez-nous au 0826 300 300 et je vous le dis, tous les autres sujets sont les bienvenus, c'est vous qui faites le programme. Passez une très belle soirée avec Philippe David et ensuite Magali Berda et on se retrouve demain à 17h. Salut.